Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Découvrons ensemble les grands titres qui y seront développés. Un chantier hors norme mais qui s'inscrit dans une démarche résolument durable. Tout a été mis en œuvre pour protéger et favoriser le développement de la biodiversité marine aux abords du projet Maréterra. Nous le verrons à travers les clichés d'une exposition de photographie sous-marine signée Greg Lecoeur à la Galerie des Pêcheurs. Veillée d'armes pour la Roca Team, d'ores et déjà qualifiée pour les playoffs, mais qui achève la phase régulière d'Euroleague en recevant demain soir Berlin et qui attend de connaître le nom de son futur adversaire. La liberté, que représente-t-elle? Comment les jeunes l'imaginent-elles? Autant de questions posées lors des rencontres philosophiques de Monaco consacrées à cette notion et qui ont réuni les lycéens de Monaco. Nous serons avec Jean-Philippe Vinci, professeur de philosophie au lycée Albert Ier. Alors que s'est également poursuivi cette semaine le vote du coup de cœur des lycéens sous l'égide de la Fondation Prince-Pierre. L'Académie de musique Régnier 3 va célébrer son 100e anniversaire. Quels seront les temps forts des commémorations? Réponse dans ce journal. Et puis les concours culinaires font toujours autant recette. Aujourd'hui était organisée par le Yacht Club une compétition entre chefs de yacht. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. Mais débutons donc ce journal par cette immersion dans le volet environnemental du projet Maréterra. Une exposition de photographie est actuellement à découvrir à la Galerie des Pêcheurs et ce jusqu'au 28 septembre prochain. Elle met en lumière les nombreux aménagements artificiels et immergés qui ont été façonnés afin de favoriser le développement de la biodiversité marine aux abords du chantier, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage de Vanessa Dessy et Orazio Gaggino. Conçu dans la continuité du littoral, Maréterra est un projet qui demande des contraintes environnementales drastiques. Depuis 2013, une étude d'impact a permis l'élaboration des mesures de protection de l'environnement. Le milieu marin bénéficie ainsi d'aménagements spécifiques. On a voulu faire aussi bien sous l'eau que sur terre. Et je dirais après expertise, puisque ça a été mon travail pendant la réalisation de la totalité de ces travaux, que c'est encore mieux que ce qui était prévu. Nous avons créé des corridors écologiques, nous avons créé des abris pour les poissons, pour toutes les espèces environnantes. Et il y a, je dirais symboliquement, en tout cas pour moi, quelque chose de tout à fait nouveau. On a 2 km de roselières qui offrent un lieu de ponte, d'abri et d'écloserie qui est vraiment unique. Pour découvrir ce mystérieux monde sous-marin situé au pied du nouveau quartier Maréterra, il suffit de parcourir la Galerie des Pêcheurs, une exposition qui illustre l'importance donnée à l'environnement marin dans ce projet. Ce que l'on ne savait pas, c'est que Maréterra a réalisé sous l'eau quelque chose de magnifique et ça n'était pas su, tout simplement. On a discuté notamment avec Maréterra pour essayer de mettre en exergue ce travail, en toute humilité bien entendu, mais histoire de faire en sorte que les gens puissent prendre conscience du travail réalisé, parce que bien entendu on dira toujours oui mais vous avez bâti sur la mer. En réalité, nous avons bâti sur la mer et sous la mer. L'exposition Maréterra est à découvrir jusqu'au 28 septembre à la Galerie des Pêcheurs. Un moment toujours chargé d'émotions ce matin à la place du Campanin avec la traditionnelle remise des casques aux nouvelles recrues de la compagnie des sapeurs-pompiers. Julia Vial, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. La remise de casques d'intervention est un cérémonial militaire ô combien symbolique à Monaco. Cette année, 5 recrues d'horizons différents ont fait leur entrée officielle au sein du corps des sapeurs-pompiers. À la suite d'un cursus de formation de plusieurs mois, ces jeunes sont tout de suite opérationnels. Leur casque officiel leur a d'ailleurs été remis en présence de leur famille et du ministre de l'Intérieur monégasque, Patrice Célario. Cette nouvelle promotion s'appelle d'ailleurs la promotion caporal David Egerman, en hommage, Patricia, à ce pompier monégasque qui est décédé il y a 1 an d'un cancer. Le renouvellement d'un partenariat pour la bonne cause entre l'Ordre de Malte, Julia, et le Centre cardiothoracique. Le 16 mars dernier a eu lieu la signature du renouvellement de la convention pour 3 nouvelles années. Depuis décembre 2011, l'association et le centre se sont en effet engagés dans un partenariat durable dans le domaine des interventions
d'intervention chirurgicale humanitaire. Par cette convention, Patricia, l'association s'est engagée à apporter une somme annuelle de 30 000 €, permettant au centre de prendre en charge chaque année 3 à 5 interventions chirurgicales au bénéfice de patients venant de pays moins favorisés. Depuis l'établissement de ce partenariat, ce sont plus d'une vingtaine de patients, majoritairement des enfants, qui ont été pris en charge médicalement ou opérés au centre pour une pathologie cardio-thoracique ou bien vasculaire. Attention, notez-le, alors que débutera ce week-end le tournoi du Rolex Monte Carlo Masters, des perturbations sont à prévoir en matière de circulation. Quelles seront les voies impactées, Julia? Il y en a plusieurs, Patricia. Du 9 au 14 avril, de 9 h à 20 h 30, un sens unique de circulation de Monaco en direction de Menton sera instauré sur le boulevard du Larvoto, dans sa partie comprise entre le rond-point de l'avenue de Grande-Bretagne et la frontière Est. Seuls les bus et autocars autorisés à stationner sur la voie aval du boulevard du Larvoto ne sont pas soumis à cette disposition. Au niveau des bus interurbains, dans le sens Monaco-Menton, l'arrêt Saint-Roman des lignes 100 et 110 ne sera pas desservi. Les usagers seront invités à se reporter sur l'arrêt provisoire mis en place au niveau de l'échangeur. Dans le sens Monaco-Nice, les usagers pourront se reporter sur l'arrêt Saint-Roman-MC. D'autre part, les bus de la ligne 110 ne desserviront pas le Larvoto dans les deux sens de circulation du 9 au 17 avril. Les arrêts Monte Carlo Casino et Place des Moulins serviront donc de substitution durant le tournoi. C'est fait. Depuis la fin de semaine dernière, la Roca Team a assuré sa place dans le top 8 d'Euroleague, mais il lui reste encore un match à disputer de la saison régulière, et ce sera demain soir face à l'Alba Berlin, une rencontre aux airs de revanche, puisqu'au match aller, les Allemands l'avaient emporté chez eux. Les enjeux de cette rencontre avec les explications de Yannick Debever sur des images d'Alexandra Marangoni. C'est une défaite qui avait fait très mal au moral de la Roca Team en décembre dernier. Une défaite qui l'a condamné à l'exploit sur la phase retour. Après 12 victoires en 15 matchs, l'objectif est atteint. Monaco est en play-off. Le but maintenant est de gagner face à une très belle équipe de Berlin pour garder cette bonne dynamique. They don't depend from one guy. They are always contributing with a lot of players. Even the bench guys are coming and they play with a full confidence. They move a lot, like they move the ball. It's nice to watch, sometimes, like the way they play. With the young kids, with the prospects, with experienced guys who knows how to play, they are a threat, like to anybody. Élu meilleur joueur d'Euroleague du mois de mars, Mike James sera évidemment l'homme à surveiller sur ce match. Mais Paris Lee n'est pas en reste. Le meneur de poche sort d'un match exceptionnel en championnat de France face à Chalon-Reims avec 21 points, 7 rebonds et 9 passes pour 35 d'évaluation. Une performance à l'image de l'équipe, toujours plus étonnante. It's on us, I don't think that we can put that in anybody else's hands but ours. And right now, I like our chances. We got a good rhythm, and coach is putting us in the right positions each game. So I feel like if we execute our game plan and come with the right mental, we'll be good. Ce sont donc deux équipes très similaires qui vont s'affronter ce vendredi. Pour être tout à fait complet, sachez que Berlin sort d'une très belle victoire ce mercredi face au Panathinaikos 87-78. AS Monaco Basket Alba Berlin, coup d'envoi à 21 h dans une salle Gaston Médecin prête à célébrer la qualification en play-off. Et ce sera aussi bien sûr en direct sur Monaco Info. C'est une journée de réflexion qui a été proposée aux lycéens de Monaco. À l'invitation des rencontres philosophiques, ils ont débattu aujourd'hui avec des philosophes et des psychologues autour de la notion de liberté, avant de restituer tout cela lors d'une grande soirée d'échange. Cela s'est passé sous le regard de leur professeur de philosophie, Jean-Philippe Vinci, et il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Patricia Navarro. C'était l'un des objectifs de départ aussi des rencontres philosophiques, encourager les jeunes à philosopher. Vous côtoyez les lycéens de Monaco depuis de nombreuses années maintenant. Est-ce que la philosophie bénéficie d'un plus grand attrait qu'auparavant? Alors c'est difficile à mesurer, mais vu le nombre de questions que pose l'actualité la plus récente et ce que nous vivons depuis quelques
je dirais 2-3 ans, oui, il y a beaucoup de questions et la philosophie est une manière d'y répondre. Donc il y a au moins une attente réelle, je pense. Mais est-ce que l'on a, à 16 ans, 17 ans, la maturité nécessaire pour philosopher? Ou est-ce que c'est une question d'ouverture d'esprit? Oui, alors elle est enseignée en première, en spécialité. Et puis à Monaco, comme vous le savez, il y a des actions dans le primaire. Oui, il y a une question d'ouverture d'esprit, il y a une question aussi, voilà, est-ce que les lectures sont accessibles? Vous savez, ça passe aussi beaucoup par le lien avec le professeur. Mais dès la première, c'est enseigné, puis en terminale, donc c'est généralisé. J'ai l'impression que les élèves, voilà, adhèrent assez à ce qui est nouveau pour eux. Mais vous, à titre personnel, j'imagine que vous saluez l'initiative des rencontres philosophiques de Monaco, qui ont voulu en quelque sorte démocratiser la philosophie. Alors c'est plus que démocratiser, parce qu'on a une grande chance, c'est qu'on a des intervenants extraordinaires. Là encore aujourd'hui, Marc Répond, il a été directeur de l'École normale supérieure en philosophie, Marie Garot enseigne à la Sorbonne, Max Rovert à Amsterdam. Enfin, on a des intervenants de très grande qualité. Et donc pour les élèves, c'est vraiment une très grande chance de parler à des gens du milieu, de l'académie, mais qui réfléchissent sur le temps présent. Vous voyez, on n'a pas des historiens de la philosophie, ça c'est plutôt notre travail, des concepts historiques. Et là, ils peuvent discuter avec des gens qui travaillent aujourd'hui sur les problèmes d'aujourd'hui. Et donc, ça fait une rencontre passionnante. Venons-en à la thématique autour de laquelle les rencontres philosophiques ont souhaité débattre avec les jeunes de Monaco. Une vaste thématique, la liberté. C'est une notion qui les touche plus que jamais, autant ou moins que la génération 68 par exemple. Alors, ils ont été entravés depuis 2 ans, donc ils n'ont pas pu voyager comme tout le monde. Non, plus sérieusement, on a choisi cette thématique parce qu'elle peut être abordée de tous les angles. De l'angle le plus métaphysique jusqu'à l'angle politique, jusqu'à par exemple l'idée, ce matin on a travaillé sur comment peut-on apprendre à être libre. Est-ce qu'on veut vraiment être libre? Cet après-midi on travaillera sur le déterminisme psychique, sur le rapport qu'entretient la psychanalyse avec la liberté. Voilà. Donc, par exemple, dans la maladie psychique, quelle est ma part de liberté? Donc, c'est des thématiques vraiment très concrètes qui les touchent. Et donc, je pense que ça leur parle. Vous l'avez esquissé, on a souvent opposé la pandémie de la Covid-19 et les restrictions qui en ont découlé à la notion de liberté. Les jeunes en ont-ils autant souffert ou ont-ils compris cette crise? Je crois qu'ils en ont souffert parce que, voilà, il y a eu des choix, évidemment tout le monde l'a subi. Il y a un contexte aussi plus général. Pour eux, ça s'inscrit dans une suite, un peu comme pour nous. Voilà, on parlait tout à l'heure d'éco-anxiété aussi. Donc la liberté, c'est une thématique voilà, qui redevient très très politique et très actuelle. On entend souvent cette maxime lorsque l'on parle de liberté. Notre liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Et pourtant, cette phrase, elle est un peu galvaudée. On pourrait estimer que notre liberté commence plutôt avec celle de l'autre, c'est ça ? Alors c'est ce qu'on leur explique. Alors c'est la première conception, une conception plutôt spatiale. Ma liberté n'est pas en rivalité avec la tienne. Je suis libre parce que tu es libre. L'exemple type, c'est le droit de vote, par exemple. Il y a des libertés qui ne fonctionnent que comme ça. Et donc en fait, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire tout au long de la journée, c'est partir de représentations, d'opinions, d'idées toutes faites, de déconstruire un peu ça et d'arriver à, j'espère ce soir, à quelques définitions de la liberté. Et ce qu'il faut souligner donc dans la démarche des rencontres philosophiques pour évoquer les coulisses de ce rendez-vous avec les jeunes autour de la liberté, c'est qu'il y a eu au préalable, tout au long de la matinée, des réflexions initiées en classe, puis un débat pour conclure tout cela. La réflexion et l'échange, c'est un peu la clé de voûte du processus philosophique. Oui, les deux. Voilà, partir de l'opinion, partir du présupposé, discuter et arriver après à différentes définitions. Il n'y aura pas ce soir une définition de la liberté. Chacun proposera une définition, mais surtout, voilà, on aura partagé, échangé et j'espère questionné. Et même s'ils repartent sans définition, mais avec des questions, ça sera déjà très bien. Merci Jean-Philippe Vinci d'avoir été notre invité pour philosopher ensemble sur la notion de liberté. Merci à vous. Et pendant que certains philosophaient, d'autres lycéens, eux, endossaient les habits de jury. C'est au lycée technique et hôtelier qu'une étape importante du coup de cœur des lycéens proposé par la Fondation Prince-Pierre a eu lieu. Une étape marquée par un vote sur lequel reviennent Sandrine Nègre et Orazio Gagino.
Ils font partie des 3 lycées de la Principauté. Tous se sont lancés dans l'aventure littéraire que constitue ce coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre. Plusieurs ouvrages étaient en lice et en ce mois d'avril, chaque élève a pu expliquer ce qu'il avait aimé ou pas dans les ouvrages déjà lus. C'est primordial, c'est primordial. La Fondation Prince-Pierre, vous le savez, décerne des prix, notamment littéraires. Donc là, il y a une aide à la création de façon évidente. Mais après, il y a la diffusion. Et la diffusion passe aussi par la sensibilisation du public. Et quel meilleur public que nos élèves et nos étudiants. Un vote a ensuite été organisé afin de déterminer les ouvrages qui restent en lice. Voici les 5 ouvrages, Quand la ville s'éteint, L'Aube américaine, Blizzard, Ce qui manque à un clochard et Les Indécis. J'ai eu la chance de lire 4 ouvrages. Notamment Ce qui manque à un clochard, L'Aube américaine, et là j'ai commencé Blizzard. Pour l'instant, bien que je ne l'ai pas fini, Blizzard c'est mon préféré, et si j'en ai un à défendre, ça sera lui. C'est une très belle aventure littéraire qui permet aux élèves de découvrir la littérature contemporaine, moderne, puisqu'il s'agit de nouveaux romans. Alors c'est très intéressant parce que c'est sur la base du volontariat. Donc en fait, ce sont des élèves qui sont très stimulés dès le départ et que l'on peut accompagner vers une démarche très argumentative pour pouvoir découvrir cette nouvelle littérature. Et après la lecture, autre temps fort, ces élèves pourront d'ailleurs avant l'été rencontrer les auteurs directement. Et cette prochaine étape du coup de cœur des lycéens aura lieu le 1er juin. 2022 est une année riche avec les commémorations liées au centenaire de la disparition du prince Albert Ier, mais pas seulement. Un autre centenaire est aussi d'actualité, celui de l'Académie de musique Régnier III. Quels vont être les temps forts organisés pour fêter cette 100e bougie? Réponse dans ce reportage de Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. Heureuse coïncidence, les équipes et les élèves de l'Académie Régnier III célèbrent ce centenaire dans des lieux entièrement rénovés, au cœur de la Condamine, lieu qu'ils ont pu réintégrer il y a quelques mois. Et s'il fallait résumer en un mot l'agenda de ces célébrations, ce serait le terme triptyque. Donc on a 3 moments importants pour fêter ce centenaire. Donc on démarrera par une conférence musicale qui va être donc faite par Corinne Schneider et des petits moments musicaux par nos professeurs de l'académie. Donc il y aura des œuvres comme Louis Abiat qui vont être jouées, le Lamento pour violoncelle par Frédéric Audibert, accompagné de Valérie Schaeffer au piano. Voilà, il y aura des petits moments musicaux en tant qu'intermède dans cette belle soirée. Le 28 avril à l'espace Léo Ferré. Le 18 mai à l'auditorium Régnier III. Voilà, donc dans ce moment musical, on a fait venir une 60aine d'anciens élèves qui ont évidemment des carrières internationales aujourd'hui. On va jouer entre des capsules vidéo qui nous ont envoyées pour certains et du live pour d'autres. Donc je vous laisse découvrir et avoir envie de venir à cette soirée qui sera sûrement formidable. Voilà, et très riche. Et le dernier temps fort, c'est le traditionnel gala de l'Académie qui donc termine l'année et clôture notre année pédagogique. Donc ce sera le 15 juin à l'auditorium Régnier III aussi, qui est vraiment une salle faite pour ça. Plusieurs surprises vous attendent aussi lors de ces événements ouverts à tous, car ici l'ouverture a toujours été un leitmotiv. Il est important justement que l'Académie et la mairie conçoivent un programme pour cet anniversaire, parce que 100 ans ce n'est pas tous les jours. Hein. Donc cette école de musique a été créée en 1922, puisqu'au départ elle ne s'appelait pas Académie Régnier III. En fonction de ses diverses évolutions et ses orientations, elle a changé plusieurs fois de dénomination pour aujourd'hui être l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III, conservatoire de la ville de Monaco. Donc c'est tout naturellement que nous célébrons cet anniversaire. Et vous le découvrez sur ces images à l'occasion de cet anniversaire. L'Office des timbres-poste met également en vente un timbre commémoratif. Au chapitre culturel, toujours au Théâtre des Muses, Antea Sogno, la maîtresse des lieux, remonte sur scène pour présenter Sacha Guitry et ses femmes, Julia Vial. Un spectacle, Patricia, de et avec Antea Sogno. L'actrice dresse un portrait très complet du volcanique Guitry qui épousa pas moins de 5 femmes. Ce spectacle retrace la vie extraordinaire de ce roi du théâtre à travers le personnage de Fernande Choisel, sa secrétaire qui serait en fait la 6e femme de sa vie. Notre journaliste Yannick Debevert est allé à la rencontre d'Antea Sogno qui parle d'ailleurs de cette pièce chère à son cœur. On verra donc Fernande Choisel chez elle en train de ranger ses affaires parce qu'au début de la pièce en fait
elle s'est disputée avec son patron et donc elle est rentrée chez elle avec toutes ses affaires et là il y a tous ses souvenirs. Et c'est un moment crucial parce qu'il va falloir qu'elle décide rester à son service ou le quitter. Et pendant toute cette heure et demie qu'on va passer ensemble, toute leur vie va défiler et en fait elle va s'apercevoir qu'il y a peut-être une autre manière de rester à son service, sans forcément retourner travailler avec lui et risquer d'abîmer leur relation, leur amitié. Sacha Guitry, Intime, à retrouver donc ces vendredi 8 et samedi 9 avril à 20h30 et ce dimanche 10 avril à 16h30 au Théâtre des Muses. Une exposition à présent, elle s'intitule Cinémato Albert Ier de Monaco, pionnier de l'image et du son. Elle se tient jusqu'au 31 décembre à l'Institut audiovisuel. Dans l'entrée des locaux de l'Institut audiovisuel de Monaco, le public peut découvrir un cabinet de curiosités. Sur les étagères, cette fois-ci, des caméras datant du 19e, un phonographe, des films et photographies, tous ayant appartenu au prince Albert Ier. Le visiteur peut ainsi découvrir une partie peu connue du travail du souverain explorateur. Estelle Massé, responsable de l'action culturelle au sein de l'Institut, nous présente cette exposition. On expose les outils avec lesquels il a travaillé, des caméras, appareils photo, l'enregistreur phonographe avec lequel il a pu enregistrer des grands noms musiciens et chanteurs qui venaient se produire à Monaco. Il les mettait dans un petit cabinet et enregistrait leur voix. C'était tout à fait nouveau, hein. C'était encore assez peu pratiqué. Donc on expose tout ça, on montre, on fait écouter et puis on explique pourquoi il a fait tout ça, puisque son objectif c'était d'enregistrer mais pour transmettre et témoigner au-delà de son époque. Et là, on est 120 ans plus tard pour certains des enregistrements qu'il a effectués et ils sont encore audibles, visibles pour le public. Ça laisse une mémoire assez fraîche de cette époque-là. N'hésitez pas donc à pousser la porte de l'Institut audiovisuel. L'entrée est libre toute la semaine. Les locaux se trouvent dans l'immeuble Langelin, en face de la Villa Paloma, dans le quartier du Jardin Exotique. Et puis un concert exceptionnel sera organisé le lundi de Pâques, le 18 avril à 11h30 à l'auditorium Régnier 3, Julia. Cet événement Patricia Musique en Liberté réunira les 30 musiciens de l'Orchestre des Carabiniers du Prince et les 80 garçons collèges et lycées de l'Académie musicale de Liesse. Ce rendez-vous unique sera l'occasion pour ces deux formations d'interpréter ensemble un répertoire éclectique où on ne les attend pas forcément, avec Queen, Elton John ou encore les Beatles. Un grand moment de bonheur et de détente en perspective dans la joie de Pâques. Vous faites peut-être partie des adeptes des concours culinaires à la télévision, tels que par exemple Top Chef ou encore Le meilleur pâtissier. Eh bien, depuis 2018, le Yacht Club accueille lui aussi une compétition annuelle au cours de laquelle différents chefs s'affrontent devant les fourneaux. Fabien Bonilla et Thomas Deus y ont assisté. Ils sont 9 chefs expérimentés. Ils officient habituellement sur des super yachts allant de 33 à 78 mètres de long et pour l'occasion, ils se sont retrouvés sur la terre ferme. Cette 3e édition a été organisée par le Yacht Club associé à Blue Water dans le cadre du centre de formation label Class Academy. Et qui dit compétition dit jury présidé cette année par le chef Nicolas Salle à la tête de 2 restaurants gastronomiques étoilés au Michelin. C'est très intéressant de pouvoir organiser un concours de cette envergure. Chefs de yacht, c'est souvent des chefs qui ont déjà travaillé dans des très belles maisons, voire des doublement étoilés et triplement étoilés. Donc le niveau est déjà là, le concours est assez ludique et je trouve que justement ça crée quelque chose d'unique. Et surtout le cadre, dans un cadre du Yacht Club de Monaco, ça rajoute encore, je dirais, un prestige encore plus important à ce concours. Chaque chef a dû élaborer un plat à partir d'un panier mystère composé essentiellement de produits de la mer, sélectionné par le chef Joël Garot. Les participants ont eu 40 minutes pour séduire le jury. Aujourd'hui, j'ai présenté une émulsion de pommes de terre, suivie d'une petite râpée de chou-fleur cru pour appeler le croquant. Ensuite, j'ai préparé les noix de Saint-Jacques juste poêlées avec un petit filet de citron vert à la fin. Puis un petit condiment ail, persil avec un beurre aillé. Et un petit condiment aussi de tomates, olives, fleurs de courgettes pour rappeler la Provence. Voilà. À la fois saisi, mais
À noter cette année, et pour la première fois, la mise en place d'un critère anti-gaspillage. Lorsque l'un des produits du panier n'est pas utilisé, une pénalité est alors appliquée. Peu importe le résultat, le Yacht Club a souhaité, à travers cette compétition culinaire, mettre à l'honneur certains métiers de la grande plaisance qui regroupent 252 entreprises en principauté. Appétissant. Le temps nous joue des tours depuis des semaines après une journée plutôt ensoleillée. À quoi doit-on s'attendre demain vendredi, Julia ? Ce vendredi 8 avril, la journée sera majoritairement ensoleillée, malgré quelques passages nuageux. Les températures seront douces et agréables, comprises entre 14 et 23 degrés. Demain sera la Sainte Julie. Bonne fête à elle. Merci Julia, et pour votre fête, je vous propose de nous retrouver demain soir à 19 h pour une nouvelle édition. Nous nous quittons sur les traditionnelles photos de fin d'édition. À l'honneur aujourd'hui, les jeunes recrues de la compagnie des sapeurs-pompiers qui ont reçu ce matin leur casque, symbole de leur appartenance désormais à ce corps. C'est sur ces images que se referme ce journal. Très belle soirée à vous.